Yes, c'est tout bon. Eh bien, impeccable. Merci Jacques. On démarre. Bienvenue à tous pour ce retour d'expérience de 2016 à aujourd'hui. On l'a tourné à peu près sur, voilà, sur les 4 dernières années. Et on va vous expliquer un petit peu aujourd'hui ce qui nous a permis chez iPay d'initialiser une transition vers le cloud. C'est parti. Donc, on va vous expliquer un petit peu comment va se dérouler la présentation. On va mettre en lumière les différentes problématiques qu'on a rencontrées chez iPay historiquement. Et puis, les technologies sur lesquelles on a commencé un petit peu à se sensibiliser au fur et à mesure du temps pour arriver à année 2020, à la production et à la production de plusieurs services sur le cloud. Alors, moi, c'est Johan Protin, donc je suis facilitateur manager chez iPay, donc c'est, on va dire, un responsable technique dans une équipe chez iPay. Donc, je suis arrivé chez iPay il y a 4 ans, à peu près, un peu plus de 4 ans, pour la création d'une nouvelle équipe pour laquelle je devais créer des nouveaux modules CMS pour pouvoir proposer l'offre iPay sur PrestaShop et Magento. Et ensuite, petit à petit, l'équipe a évolué. On était devenu une équipe de 6 personnes avec un product owner. On s'est retrouvé très rapidement avec beaucoup de projets, une quinzaine de projets à gérer. Et pour ça, il a fallu qu'on adapte nos processus de développement pour qu'on améliore ensuite la qualité, les performances de nos produits pour pouvoir avoir une satisfaction client. Et donc, c'est ce qui nous a amené à arriver à ce niveau d'exigence, c'est la découverte de Google Cloud et de ses services serverless. Et moi, du coup, Ben, également facilitateur chez iPay, donc d'une petite équipe. J'ai commencé chez iPay en tant que responsable du portail développeur. Et ça a été finalement un espèce de petit laboratoire pour commencer à implémenter de l'infra as code. À l'époque via Chef, on aura l'occasion peut-être d'en reparler tout à l'heure, mais ça nous a donné un petit peu les prémices de comment gérer, comment être encore plus scalable, être encore plus confortable vis-à-vis de nos déploiements d'infrastructures et d'applications. Et donc ça a été les premières briques qui nous ont permis d'envisager la suite. Donc iPay en 3 mots. Donc c'est une solution omnicanal qui permet de payer en fait par internet avec voilà, c'est le simple paiement e-commerce. Mais on a aussi mis en place une solution qui permet de payer en magasin avec des TPE. Et le but de cette offre permet de réconcilier les paiements web et physiques au même endroit avec X méthodes de paiement, donc Payment Service Provider, dans lequel on propose à peu près 250 moyens de paiement. Et ensuite, on propose en annexe des outils pour les marchands, donc un back-office marchand qui permet de visualiser toutes les transactions qui ont été faites avec PayPal, avec Apple Pay, avec de la CB, de l'Amex, etc. Mais on a aussi, on leur met à disposition des outils de fraude, des outils de BI pour pouvoir analyser un peu le comportement et l'expérience de ces clients. Et puis ensuite, on met aussi des briques de machine learning pour pouvoir essayer d'automatiser la fraude, par exemple. Voilà. Alors, let's go, c'est parti. On est en 2016 pour le petit retour d'expérience. En 2016, et on vous fait un petit état des lieux de iPay d'un point de vue déjà organisationnel. Donc, comment ça se structurait. Nous avions des équipes qui étaient quand même assez dépendantes les unes des autres, que ce soit d'un point de vue sur des projets ou des technologies sur lesquelles on travaillait. On avait des composants partagés, je pense à des bases de données par exemple. Et donc ça impliquait forcément une synchronisation parfaite pour livrer et se coordonner qui est livré, faire des mix entre les différentes équipes. Bien sûr, donc ça a beaucoup de dépendance. En cas de régression, de forts impacts. Si on rollbackait tout ça, on rollbackait tout le travail qui avait été fait. Donc forcément, des mécontents dans l'histoire. On travaillait forcément avec une équipe aussi qui nous imposait des fenêtres de livraison.
Donc c'est pas très très agile. On avait des fréquences qui étaient imposées. C'était forcément un manque de flexibilité pour nous et nos équipes, pour leur imposer finalement cette période de livraison. On constatait évidemment beaucoup d'impact ou de régression possible de par justement ces mix, de la frustration qui découle de tous ces processus. Et donc, il y avait vraiment un vrai cloisonnement entre les équipes et une faible sensibilisation de ben, ça, c'est plutôt mon périmètre, ce n'est pas mon périmètre. Voilà. On avait aussi beaucoup de dépendance entre les différents parties prenantes, j'allais dire. Donc, là, on parle d'administrateur système, d'administrateur de base de données. C'est vrai que bah, à l'époque, en 2016, quand on voulait démarrer un nouveau projet, un nouveau programme, il fallait demander des autorisations pour avoir des serveurs, des choses comme ça. On était loin d'avoir un comportement vraiment plug and play. Il fallait attendre plusieurs jours, plusieurs semaines pour initialiser. C'était assez complexe. Chez iPay, pour faire très très brièvement, on a différents pôles. On a un pôle d'administrateur système, forcément en charge de tout ce qui est sécurité, valider les best practices d'infrastructure. On a une tribu également d'exploitation qu'on appelle nous exploitation, qui est en charge de la livraison de toutes les releases de tous les composants iPay. Donc évidemment, vu qu'il n'y a pas de on est en 2016, hein, donc vu qu'il n'y a pas de normes qui régissent tout ça, ben forcément il y a plein de particularités à connaître. Et puis ben, il y a eu une organisation des équipes de dev, on le verra par la suite, qui a été organisée en mode tribu agile avec classique, une équipe avec product owner, facilitateur, équipe de dev. Bon, on en reparlera, ça je pense, par la suite. Voilà pour un petit peu le contexte organisationnel en 2016 chez iPay. Je pense que c'était propre à beaucoup de boîtes tech à l'époque. On était confrontés beaucoup à cette organisation-là. Et donc en 2016, bah, l'État au niveau des équipes et au niveau des process, etc. Donc c'est qu'il y avait très peu d'intégration continue, donc de la CI, et pas du tout de déploiement continu. C'est-à-dire que tout était fait à la main pour les déploiements. Donc l'équipe exploitation faisait tout à la main. Et même pour les équipes en elles-mêmes, pour tester en dev, fallait mettre sur un serveur distant et tout était fait à la main avec des scripts et des commandes aussi à la main. Voilà. Donc c'était assez old school sur la méthodologie. Ensuite, beaucoup de problèmes de problématiques d'environnement ISO, c'est-à-dire que le développeur, quand il travaillait sur sa branche et qu'il allait tester, il allait tester sur un environnement de dev qui n'était pas du tout la même machine, équipée de la même manière, que ça soit dans l'environnement de stage qui était rendu public aux marchands pour pouvoir tester la solution iPay, et la production en elle-même qui était non plus pas ISO avec la stage et les environnements de développement. Donc c'était un peu compliqué. Peu de tests automatisés, donc c'était un peu l'âge de pierre hein, sur la partie test. Livraison manuelle et des procédures de déploiement donc voilà, tout est manuel. Donc qui dit manuel dit beaucoup d'erreurs humaines, et donc qui impacte énormément sur une livraison avec, comme il disait tout à l'heure Benjamin, un côté organisationnel où toutes les équipes devaient se synchroniser pour pouvoir livrer une release. Du coup, c'était assez laborieux et en plus source d'erreur sur les livraisons manuelles parce que ça pouvait nécessiter un rollback. Du coup, bah, les livraisons de telle équipe étaient rollbackées alors qu'elles n'étaient pas buggées. Et du coup, ça générait beaucoup de frustration aussi, même en termes des équipes. Scaling manuel, donc voilà, on peut imaginer le Black Friday dans le paiement avec iPay. Un bon phénoménal de flux financiers qui transitent par nos serveurs, et du coup tout était fait manuellement par les équipes d'admin et l'exploitation pour pouvoir mettre en place du load balancing, etc. Tout était fait à la main. Et puis ensuite, bah, une infra qui était 100% on-prem, donc ça, bon, on-prem ou cloud, de toute façon, que le processus, plus il est automatisé, peu importe le système, s'il est on-prem ou cloud, mais sur toutes les nouveautés que propose le cloud avec le serverless, avec de l'autoscaling, etc. Donc ça aurait été plutôt intéressant de migrer une partie de nos briques en cloud. 2017,
les prémices du cloud, donc ce qui nous a permis de commencer à mettre un pied dedans, c'est pas forcément encore l'utilisation à proprement parler du cloud, mais vous allez voir tout un tas de petits cheminements qui nous ont permis d'y arriver. Voilà, donc mon expérience à moi avec mon équipe, donc on était deux en 2017. Donc il a commencé à avoir une charge de travail qui était vraiment intense. Donc il fallait absolument qu'on mette en place des solutions automatisées pour pouvoir déployer l'intégration continue, lancer nos tests et lancer nos tests unitaires, déployer un environnement à la feature. Donc on a commencé à mettre en place Docker pour pouvoir déployer ne serait-ce qu'en local sur sa machine, mais après sur une machine distante en on-prem. Et pour ça, on avait besoin d'un outil qui nous permettait de pouvoir onboarder un peu les tests automatisés. Donc, on a nativement pris GitLab CI, qui est un très bon outil, et ce qui a permis aussi à le globaliser dans la boîte. C'est-à-dire que on a commencé à faire des choses, on a mis en place des choses, et on a vu que ça marchait. Et du coup, petit à petit, les équipes se sont intégrées dans GitLab CI et mettre en place Docker. Et donc, ce qui implique d'utiliser ces outils-là, c'est la philosophie DevOps. Aujourd'hui, un développeur, s'il veut faire de l'intégration continue, du déploiement continu, commencer à faire des choses un peu plus automatisées, donc il va devoir adhérer à cette philosophie DevOps et mettre en place dans son quotidien de l'automatisation, utiliser des outils pour provisionner des serveurs avec des outils comme Chef, et aussi l'organisation des équipes en tribu, faciliter un petit peu le process agile dans les équipes. Et le process agile favorise aussi un peu le fait de vouloir faire du DevOps. Voilà, on a beaucoup gagné, c'est vrai, sur cette organisation-là. Toutes les équipes se sont mises sur un modèle agile et plutôt classique, un PO, un product owner, une équipe de dev, QA, pourquoi pas. Et ça nous a permis d'être encore plus synchrone sur nos échanges. Et on a commencé à mettre en place un petit peu, comme disait Johan, un peu d'infrastructure as code. Ça nous a permis de commencer à voir que non plus on faisait, quand on avait besoin d'ouvrir des serveurs, de faire des sudo apt-get install à la mano ou des choses comme ça, qu'on documentait tout dans du code et que ce code allait être joué N fois et ça allait nous mettre sur la voie des concepts comme l'idempotence ou des choses comme ça qui nous permettent d'être beaucoup plus sereins et d'offrir des environnements qui soient complètement ISO, peu importe le nombre d'environnements. Je rajouterai un petit peu aussi, on a mis en place au départ de la CD, donc du continuous deployment. On a mis en place un petit truc artisanal. Et puis, une fois qu'on a pris confiance, qu'on a commencé à aller un peu plus loin dans les concepts, on a utilisé Rancher. Rancher, donc là on est en 2017, hein, donc on a commencé à pousser Rancher dans ses retranchements et on a été un peu jusqu'à ses limites et du coup on a dû rechanger d'outils et on est passé sur du Swarm avec Docker et un outil qui s'appelle Portainer pour pouvoir onboarder nos containers et notre réseau et Traffic pour pouvoir déployer à la feature avec une URL bien définie pour pouvoir s'assurer d'aller taper sur telle feature ou sur une branche stable, etc. Et tout ça dans un but d'améliorer la qualité dès les développements, qui, bien sûr, normalement, au niveau exploitation, au moment où ils vont délivrer l'application, au moment où tout le monde va se synchroniser, qu'on arrive déjà à améliorer un petit peu les applications quand elles arrivent, elles sont moins buggées et donc beaucoup moins de rollback. Donc le but, c'était ça aussi. Voilà. Et donc, aujourd'hui, en 2017, on était dans une réflexion parce que la plateforme d'IP, c'est un monolithe. Donc, on imagine une très, très grosse application en PHP. Donc, la réflexion, c'était il faut qu'on réduise il faut qu'on éclate le produit pour pouvoir ensuite l'éclater en petits projets et pouvoir ensuite délivrer qu'une brique plutôt que de délivrer tout le monolithe. Et ça, c'était l'enjeu, en fait, là, pour améliorer, parce que ça améliore les performances, ça améliore aussi la scalabilité du service, pour
pouvoir améliorer le taux de conversion. Parce que nous, dans le but, toujours, c'est améliorer le taux de conversion. C'est nos marchands, il faut faire du flux financier. Côté technique, ça nous permettait d'avoir des livraisons beaucoup plus souples, beaucoup plus fréquentes, plus élevées, et en quelques clics. Et donc, génère de la satisfaction et moins de frustration dans les équipes et plus de sérénité aussi au moment des livraisons. Parce que quand on livre un gros package d'un coup, et quand on livre petite brique à une fréquence beaucoup plus élevée, on est beaucoup moins exposé aux problèmes. Donc 2018, l'année du POC, on a démarré vraiment notre sensibilisation au cloud. Donc comme vous l'avez vu, avant la CI/CD, différents concepts de DevOps pour responsabiliser encore plus nos équipes, nous ont permis justement de rentrer vraiment beaucoup plus en application, là vraiment sur le cloud. Le choix du cloud provider n'étant pas encore complètement fait, mais les concepts de base des providers cloud sont là. À savoir, forcément, on s'est posé nous la question sur quand on démarre n'importe quel projet sur le cloud, c'est quoi le cloud, comment ça marche, et c'est vrai que c'est intéressant de faire un peu une analogie sur les 3 dernières décennies, comment ça se passe. Vulgairement, il y a les années 2000 qui consistaient au sein d'un data center, louer un espace, donc un nombre de serveurs, et puis s'occuper soi-même du stockage, de la puissance, de la mémoire à allouer, des réseaux, des firewalls, des règles de sécurité et tout. Vraiment, là, c'était un peu les années 2000, sans faire de clichés, mais en 2000, on gérait ça un peu comme ça. En 2010, l'année de la décennie de la machine virtuelle, où on faisait à peu près la même chose, mais on a gagné vachement en souplesse parce qu'on pouvait ouvrir sur un serveur N machines virtuelles. Voilà, on gagnait un peu plus de temps et un peu plus de réactivité, mais on gérait encore tous nos composants. On l'a pas mis là sur le schéma, mais c'est vrai qu'entre 2010 et 2020, il y a eu l'essor de Docker, qui a été un gain non négligeable par rapport à la virtualisation classique. Mais si on parle pas de ça, là, vraiment, 2020, c'est la décennie du cloud avec les avantages du cloud, c'est notamment, entre autres, les serveurs managés, services managés, où moi, je vais pouvoir ouvrir une brique de base de données et ainsi bénéficier de toute la puissance de l'écosystème du cloud provider en termes de scalabilité, en termes de réactivité, en termes de taux de réponse, voilà. Ça permet d'être beaucoup plus flexible quand on démarre un projet, beaucoup plus réactif, et ça implique forcément des nouvelles notions comme le serverless, où comme dans les 2 dernières décennies, on est habitué à gérer une infra, à la scaler, à l'upgrader. Là, le serverless, ces nouveaux concepts, il n'y a pas de serveur. Si, il y a des serveurs, bien sûr, sauf qu'ils sont déportés. Je ne m'en occupe pas, et moi, je vais pouvoir du coup être plus qu'un espèce de consommateur où je vais y poser mon applicatif dessus, et l'applicatif va, en fonction de ses besoins, pouvoir vivre de manière autonome. C'est la base un peu d'un service managé, pour être très très simple. Alors, ce qui est intéressant sur cet écran un petit peu barbare là, c'est plutôt l'analogie qui est possible entre les différents paradigmes de cloud. Je sais pas, le IaaS, le PaaS, le FaaS, peut-être que ça parle à certains d'entre vous, mais l'intérêt là, c'est vraiment de voir l'évolution et ce que le cloud permet. Donc finalement, la partie de gauche ici, la partie plutôt on-prem, le legacy, si on fait une analogie et qu'on parle plutôt de pizza, c'est vraiment la partie où je vais m'occuper de tout. Si je veux manger une pizza, il va falloir que j'achète tous mes ingrédients, il va falloir que je me débrouille pour la cuisson, le service, il va falloir que je trouve des amis pour la manger avec moi et me faire la conversation. C'est vraiment, je gère la totale. Et l'intérêt, c'est que plus on va se déplacer sur la droite, plus le provider de cloud va gérer pour moi de choses.
Donc, le IaaS, si on devait faire l'analogie, c'est j'achète uniquement l'ensemble des ingrédients et puis après, je me débrouille pour faire tout ce qui est pizza, etc. Le PaaS, ce serait, je me fais juste livrer une pizza et puis après, moi, je fournis la bière avec mes amis, etc. Le FaaS, c'est encore plus évolué. C'est juste, je me fais livrer tout le repas, hein, pizza, boisson, etc. J'ai plus qu'à consommer. Et puis, le software as a service qu'on connaît tous un peu, où là, je paye pour bénéficier d'un service. Donc là, je vais au resto, je ne me prends pas la tête sur quoi que ce soit. Voilà. Donc c'est vraiment juste une petite analogie, pas poussée, hein, c'est pas le but de ce talk d'aujourd'hui, mais en fait, c'est vraiment des questions qui sont importantes quand on part dans le cloud. Vers quel paradigme je vais partir en fonction de mes besoins de business. Si j'ai des besoins de scaling, si j'ai des besoins d'être déployé mondialement ou uniquement que régionalement, si j'ai besoin de faire du canary release, si je gère essentiellement des traitements qui sont synchrones ou asynchrones, etc. Donc, il y a de vraies questions comme ça où en fonction de mon service, je vais avoir besoin plutôt de partir sur du platform as a service parce que du coup, je vais pouvoir, avec App Engine, par exemple, déployer mon serveur Node et le rendre accessible en un quart d'heure sans devoir monter toute une infra, la provisionner, etc. Voilà. C'est pas le but de cette slide, mais en fait, l'année 2018 nous a permis finalement de valider tout un tas de préceptes, de notions qui soit étaient totalement nouvelles pour iPay, soit elles étaient connues, mais on a pu un peu les répliquer dans le cloud et se rassurer un peu en se disant « Ah, il y a moyen de faire la même chose là-dedans ». Typiquement, provisionner des machines, on peut le faire classiquement dans notre serveur, dans notre data center on-prem, mais on peut le faire aussi facilement dans le cloud avec des outils qui sont, par exemple, encore plus quali que ce qu'on pouvait utiliser un peu à l'ancienne. Je pense par exemple à Terraform qui permet de provisionner facilement des machines et s'assurer qu'on est bien, tout est bien idempotent, voilà. Donc ça nous a permis, nous, 2018, de tester tout un tas de concepts, le IaaS, le PaaS, le FaaS, de voir les avantages, les inconvénients, la réactivité. C'est vrai qu'on a été confronté, par exemple, à des choses, je pense par exemple au cold start, où ça a été des vraies problématiques techniques, où on s'est rendu compte de, parce qu'on est parti sur ce paradigme totalement serverless, il y a des notions de cold start qui existent, comment on peut hacker, détourner ce truc-là. Donc, il y a forcément tout un tas de questions après. Des choses qu'on ne rencontrait pas en on-premise. Tout à fait, voilà. Et c'est du coup, c'est ce qui permettait de, voilà, on utilise un service, le service il se coupe quand on n'a plus besoin et du coup il se relance quand on l'appelle. Et en on-premise, ça tourne plein pot, quoi. Ça tourne plein pot et voilà, c'était ça la différence. Et du coup, c'était des nouveaux trucs qu'on a découverts et qu'il a fallu qu'on se réadapte. Donc, nouvelle pétouille, entre guillemets, ou nouvelles choses à apprendre. Et puis, nouveau aussi, nouvelles choses techniques. Initialement, nous, à iPay, on fait du paiement en ligne. On était très orienté PG, PHP. C'est vrai que là, ça a pu permettre à nos devs aussi de tester des formats genre de NoSQL, commencer à faire des applications en Node.js plutôt que forcément PHP. Donc, ça a permis aussi de s'ouvrir, de se rassurer aussi parce que ce qu'on avait pu commencer à tester un peu avec Chef, on a pu le retrouver avec des outils comme Terraform et pour déployer nos infrastructures. On a pu aussi constater des nouvelles choses pour iPay, typiquement le scaling, l'auto-scaling, où si je déploie mon application sur des services qui sont totalement managés, la base de données, le service de queuing, le service de calcul, donc par exemple Cloud Function, PubSub, BigQuery, tout ça, ce sont des services qui sont managés et qui vont pouvoir réagir en fonction de ma demande. Joanne parlait tout à l'heure de Black Friday. Nous, on a de gros events comme ça. Je pense à du Roland-Garros, entre autres. Où, voilà, on a des gros partenaires qui, sur un laps de temps bien précis, va exploser sa demande. Typiquement, une nouvelle startup aussi qui démarre aujourd'hui, il y a deux options. C'est soit elle part sur une formule plutôt on-prem où elle va prendre 100, 200, 300 cas qu'elle va allouer à une infra sur plusieurs années et puis à elle de la rentabiliser, soit elle va vouloir uploader finalement son applicatif sur le cloud et ne payer que ce qu'elle consomme. En cas de fort trafic à 20 heures parce qu'il y a eu un reportage, ils vont payer, mais ils vont payer, il y aura un service qui sera toujours up, qui répondra toujours à la demande. Et puis, à contrario, à 3 heures du matin, ils paieront beaucoup moins, voire pas du tout, s'il n'y a pas eu d'exécution du tout
de Cloud Function, par exemple, ou de choses comme ça. Donc, ça nous a permis, nous, de nous mettre aussi sur un nouveau mindset de penser, de concevoir les applicatifs, de pouvoir aussi les monitorer. Je pense notamment à la partie financière. On en reparlera un petit peu tout à l'heure, mais ça nous a permis d'avoir une vue un peu plus granulaire là-dessus, et puis de tester des nouveaux préceptes, hein, genre par exemple le Canary Release. Le Canary Release qui n'était pas du tout utilisé à l'époque chez iPay. On a pris conscience de ça et puis on a commencé à le mettre en application. Et donc, fin 2018. Dieu nous a dit allez-y, faites. Donc on a fait des POC, on a présenté aussi à la direction. Au départ, la direction n'était pas très chaud parce que voilà, avec les admins, ils définissaient une infra sur les 3 ans à venir, etc. Donc entrer dans le cloud pour eux, ça voulait dire payer plus. Et en plus payer plus, mais on ne sait pas combien on va payer à la fin. Et mais quand on a montré les possibilités de nos POC, ça a permis je pense, d'avoir un petit déclic en disant c'est vrai que on va améliorer la productivité, on va consommer, on va payer que ce que l'on va consommer. Et en plus, plus on va faire de flux financiers, plus la demande va être importante. Donc, on va payer en fait au final que la demande. Et donc, on a eu un go de la direction en disant c'est bon, vous pourrez démarrer des projets. Et du coup, on partait sur une techno qui était AWS. Et ce choix de provider, en fait, ce sont nos marchands qui nous ont confrontés à cette problématique. Voilà, ils se sentaient concurrents d'Amazon, donc on n'a pas pu utiliser Amazon parce qu'on avait fait des POC aussi sur Amazon qui étaient fonctionnels. Et du coup, il a fallu qu'on change notre stratégie de cloud, et du coup, on s'est porté nativement sur la solution GCP parce que du coup, ça ne pose aucun problème pour les marchands. Ils bossent déjà avec Google pour le référencement, pour l'analytics, etc. Donc, c'était logique qu'on partait sur Google Cloud. Et en plus, les produits très orientés développeurs. Donc, ça nous a beaucoup séduit et c'est pour ça qu'on est parti là-dessus. Donc 2019, l'année de l'apprentissage où on a focus sur les formations des collaborateurs. Donc, il a fallu trouver notre accompagnateur. Donc, on est parti avec une société qui s'appelle Sphere, qui est assez connue dans le milieu du cloud. Donc, ça s'est vraiment très bien passé. On avait déjà quand même réfléchi, nous, pour les applications qu'on allait réellement mettre en production pour les marchands. Et du coup, on a réalisé des workshops techniques afin d'échanger sur nos premiers dossiers pour s'assurer que on est bon, on part bien comme il faut. Et donc, on a dû réadapter nos schémas, nos architectures et tout ça qu'on avait prévu. Et du coup, ça a permis d'ouvrir du budget pour une formation. Et là, du coup, on est reparti avec Sphere. Ça s'était tellement bien passé, donc du coup, on est reparti avec eux. Et donc là, on a fait une formation vraiment orientée développeur avec une quinzaine de collaborateurs IP. Et donc ces sessions de formation, le but c'était de faire découvrir aussi à nos développeurs tous, parce qu'on était une petite poignée au sein d'IP à avoir déjà inclus un peu tous ces concepts, tous ces nouveaux concepts. Donc on a mis en place avec Sphere des moyens de découvrir les possibilités du cloud et de comparer aussi avec les architectures actuelles pour montrer qu'on peut faire mieux. Et ça permettait de répondre aux craintes des différents développeurs qui étaient un peu oh là là, le cloud, ça coûte cher, c'est Google encore, Big Brother, etc. Bref, on a tout eu. Et pour ça, il fallait les convaincre. Et quand on ne connaît pas, en fait, c'est très humain. Donc, on est très frileux pour se lancer réellement dans un projet. Et donc, ces sessions de formation ont permis de rassurer et d'éclairer
d'éclairer les possibilités d'amélioration au niveau des devs. Premier sujet, donc avec l'évangélisation en interne. Donc une fois qu'on a été formé avec cette quinzaine de développeurs, il a fallu ensuite évangéliser en interne envers toutes les équipes, les admins, l'exploitation et puis les différentes équipes tribus chez iPep. Parce que donc on a présenté un premier sujet qui est un SDK JavaScript qu'on a développé pour nos marchands, qui permet d'automatiser l'affichage de formulaires de paiement avec une haute personnalisation par le marchand sur son site pour une meilleure sécurité, etc. Et du coup, ce SDK JavaScript, on l'a mis en place dans une architecture sur GCP. Et c'est un petit projet, mais ça a permis de montrer le processus de déploiement, la CI, donc pour l'intégration continue, pour montrer comment on va déployer nos tests en automatique, mais comment aussi on va déployer en clic-clic vers le cloud. Et donc, ça fait mouche. Voilà, ça a montré aux équipes de dev, admin, exploitation, la simplicité de maintenance et de livraison, et en plus avec un taux de retour en production qui est quasiment nul. C'est-à-dire que dans mes souvenirs, on n'a quasiment pas eu de bug en production, ni même un seul rollback. Donc c'est pour dire, la solution, ça marche. Deuxième point, c'est de rassembler en fait, de s'entourer de followers en interne. Donc on a demandé à chaque manager de tribu, c'était de définir de trouver un volontaire de chaque équipe qui souhaitait intégrer ce qu'on appelle chez nous une guilde. Donc c'est un regroupement de plusieurs personnes pour pouvoir à faire avancer des réflexions et lancer des actions. Et le but, c'était d'échanger, de partager nos connaissances sur le cloud avec GCP, notre expérience, les problèmes, etc. qu'on a rencontrés, voire même aider une tribu qui veut lancer un projet et l'aider à lancer une nouvelle architecture, etc. Comment il va faire. Et donc, mise en place, ça a permis de mettre en place en interne une plateforme d'intégration continue sur le service de Google Kubernetes Engine, parce que du coup, Docker était démocratisé chez IP, c'était une norme pour démarrer un projet, et du coup, ça semblait logique qu'on utilise GKE pour pouvoir déployer avec du Docker. Et puis, en plus, derrière, on a GitLab CI qui est connecté à cette plateforme-là. On a mis du Traefik pour pouvoir avoir des URL dynamiques à la feature. Et voilà. Donc, ça a permis de commencer à mettre en place quelque chose qui devient global à IP, qui est déjà l'intégration continue. Donc, c'était top. Et on a pu commencer à répondre à toutes ce qui étaient questions-réponses, les craintes ou les questions qui sont légitimes de tous les différents corps de métier, les DBA, les admin 6, les développeurs. On a pu commencer un petit peu aussi à rassurer ou à mettre en relation, notamment Johan parlait des experts de Sphère. Il y a eu pas mal d'échanges aussi de questions-réponses où on avait noté, nous, nos questions des différentes parties prenantes et on a fait vraiment des phases comme ça pour s'assurer que tous les points, les zones d'ombre étaient potentiellement… les questions qu'on avait le plus souvent, c'était ça coûte trop cher. Mais c'est quoi les arguments? Enfin, expliquez-nous. Moi, je vois ce que je consomme. Enfin, je paye que ce que je consomme. Mais on en parlera plus tard. Mais voilà, quand j'achète un serveur qui coûte $9000, j'ai pas ce besoin de toute cette puissance à l'instant T. Alors que dans le cloud, il démarre doucement et puis ensuite l'architecture s'adapte en fonction de la demande. Et ensuite, on paye quand on paiera $2000, c'est que on fera vraiment beaucoup de flux. Alors que quand on a notre serveur on-prem, dès le début, on a le truc plein pot qui fonctionne plein de balles, mais au final, ça nous coûte trop cher par rapport à la demande. Donc voilà, il y a un équilibre aussi à voir, à comprendre, et qu'il fallait faire comprendre aussi en interne. Ça implique des nouvelles procédures aussi dans nos équipes, donc mettre en place une procédure standardisée, une documentation qui permet aux équipes de pouvoir travailler et se lancer sur GCP avec une bonne base,
pour des environnements de dev, QS, stage, prod, etc. Les équipes, du coup, ces nouvelles procédures et le fait de se lancer dans des projets comme ça va favoriser l'autonomie de la gestion de leur infra. Ça va décharger l'exploitation, ça va aussi décharger les admins sur la mise en place de VM, d'accès réseau, d'un espace de stockage, etc. Du coup, l'équipe maîtrise complètement son architecture, son application, sans solliciter les admins, etc. Et en plus, elle maîtrise la partie financière. Donc, la tarification, elle est importante. Les tickets qui arrivent dans l'équipe arriveront pour faire en sorte qu'on va optimiser les coûts sur l'architecture qu'on a mis en place. Au départ, on met en place une architecture, on voit que ça nous coûte $150 dans le mois, et ben on va essayer de voir si ça peut nous coûter encore moins cher, etc. Voilà. Et ensuite, les procédures de livraison aussi, faut remettre en place des procédures de livraison pour qu'elles deviennent plus simples et n'impactent pas trop de temps pour les équipes de delivery. Et pour aussi la sécurité, pour les mises en stage et les mises en production. Et puis ensuite, truc qui est pas mal, c'est que on a permis aux équipes de dev de pouvoir leur fournir des environnements de sandbox dans lesquels ils vont pouvoir faire joujou, monter en compétences, valider des POC pour des nouveaux projets, etc. Et ça, c'était vraiment très appréciable. Ça, c'est excellent pour pas restreindre la créativité de nos devs. La GCP, parce qu'on parle de Google, hein, mais c'est valable pour les autres cloud providers, mais la GCP nous permet de mettre en place des briques, de tester des services qui sont a priori pas forcément réservés à tout le monde. Je pense à des briques de machine learning, des choses comme ça. Et c'est vrai que ça a été très très intéressant de pouvoir bénéficier offrir ça à nos développeurs un peu en mode plug and play où voilà, tout est lié avec des Google Groups, les accès à IAM, les permissions. Et c'est vrai que si on a un nouveau collab qui arrive dans l'équipe, y a un onboarding qui est quand même beaucoup plus rapide que quand on gérait ça en on-prem. C'est ça. Bon, mais 2020, l'année du Rex, hein, du coup, oui, on a démarré sur le cloud, on a noté des avantages qui sont significatifs par rapport à nos anciennes pratiques, si je peux dire. Donc, on va vous récapituler un peu ce qui a retenu notre attention et puis ce qu'on utilise maintenant finalement aujourd'hui chez iPay. Donc, on a noté quand même trois gros points concernant la fiabilité. On a noté vraiment des évolutions là-dessus. Concernant notamment tout ce qui est taux de dispo de Google. On bénéficie notamment vraiment de la stack de Google avec leur infra, leur service managé. Donc, ça nous a permis de nous assurer que les applications qui sont déployées là-dessus sont bien fiables. Tout en sachant que ça nous a permis également de tester des nouvelles choses. Le Canary Release, par exemple, on en parlait tout à l'heure, c'est des choses qu'on ne faisait pas avant. La fiabilité également concernant même le paiement granulaire, où je vais pouvoir savoir que mon service A, il me coûte tant parce qu'il utilise telle brique de la GCP. Donc vraiment, c'est beaucoup plus granulaire et beaucoup moins noyé dans la totalité des coûts d'infra. Bien sûr, c'est du cloud, donc on bénéficie de tout ce qui est mise à jour de Google. C'est vrai que là-dessus, ils sont très très réactifs. Il y a des services qui étaient en alpha, qui passent en bêta et puis qui sont live maintenant. Il y a des changements vraiment, c'est très très régulier, donc il faut se maintenir à jour là-dessus. Mais au moins, ça veut dire qu'on bénéficie de toujours un service qui est fiable. On imagine quand on a du 100% on-prem, donc les admins doivent avoir le même taux de dispo en on-prem. Donc là, le fait d'utiliser des services managés, du coup, les admins n'ont plus forcément à gérer tout ça. Et c'est très avantageux. On a noté des gains aussi concernant la rapidité. Hein. On est beaucoup plus évolutif là-dessus, beaucoup plus rapide. Je pense notamment au setup d'un projet où avant il fallait demander, fallait faire un ticket à nos admins pour ouvrir des serveurs dev pré-prod, les accès et attendre plusieurs jours. C'est comme ça que ça fonctionnait à l'époque. Les équipes sont autonomes maintenant. Voilà, là maintenant, tout est lié avec des Google Groups, la gestion des droits IAM, et on va voir nos admin 6 pour leur expliquer le projet. Les droits sont automatiquement répliqués.
C'est un petit peu finalement comme pour ceux qui utilisent GitLab, la gestion des groupes GitLab, où un nouveau collab arrive, il est ajouté dans le groupe et il bénéficie automatiquement de tout ce qui est dedans. Mais là, c'est exactement pareil. Il va pouvoir retrouver tous les projets déjà déployés et toutes ces autorisations avec les comptes de service et choses comme ça. Donc ça, c'est vraiment en termes de rapidité, on a été on a gagné beaucoup en fluidité là-dessus. Et puis, on a pu expérimenter aussi d'autres choses parce que, comparé à l'on-prem, maintenant, qui dit cloud dit worldwide, dit déploiement régional, mondial. Donc, de connaître ces notions un peu de région, de classe de stockage, de le chaud, le froid, en fonction de mon business, en fonction du pricing, voilà. Et puis, bien sûr, ça ouvre les portes du coup au scaling, ou si je veux déployer mon application mondialement parce qu'elle va être utilisée par des utilisateurs à travers toute la planète, et ben là, je bénéficie encore une fois de l'infra Google avec tout leur data center et tout leur système de load balancer et compagnie, quoi. Voilà. Ah, et puis, Petite précision, juste, pardon, Jojo, sur, c'est vrai, la partie région. Nous, en Europe, on a la RGPD, faut pas rigoler là-dessus, et on peut s'assurer, du coup, bien sûr, que nos données restent hébergées en Europe dans des data centers européens pour respecter toujours la législation. Mais il faut faire attention à ça. ah, puis nous, dans le paiement, on est ouvert à tous les continents, donc à quasiment toutes les devises, 250 méthodes de paiement. Donc, à un moment donné, c'est pas nos petits serveurs en on-prem qui sont hébergés en France qui vont faire que celui qui est à Los Angeles ou celui qui est à Buenos Aires, pour payer, il faut que ça soit performant. La performance est liée au taux de conversion. Plus les performances sont moindres, plus le taux de conversion va être mauvais. Et ça, on l'a énormément remarqué dans la BI. Donc, c'est pour ça, c'est très important cette notion de région. Ce qu'il va falloir, c'est qu'on ouvre le marché américain, il va falloir qu'on héberge nos applications sur des régions américaines pour que les performances soient optimales là-bas, etc. Voilà. Un autre point, bien sûr, la sécurité. iPay, acteur de paiement français sur Internet et en physique, comme disait Johan lors de l'introduction. Donc forcément, tout ce qui est problème de sécurité, évidemment, chez nous, ça a été des questions principales. Et il y a eu des échanges parfois houleux et parfois très très intéressants. Sur notamment les contraintes qu'on rencontre aujourd'hui. Donc, je ne vais pas dire qu'il y avait beaucoup de préjugés, mais il y avait beaucoup de craintes légitimes au démarrage. Mais bien sûr, on n'est pas là pour vous faire la com de Google, mais bien sûr, c'est un leader dans tout ce qui est sécurisation, échange des données, algo de cryptage, etc. Donc, on se met quand même, on se range quand même derrière une équipe qui est reconnue pour là-dedans, qui propose des mécanismes de protection qui sont quand même ultra redoutables, efficaces et mis à jour très régulièrement. Encore une fois, s'il fallait mettre ça sur une infra on-prem, c'est un travail au quotidien à faire. Donc, c'est aussi se décharger de ça, faire confiance aux experts et bénéficier de leur expertise pour que nous, on puisse offrir toujours un service irréprochable à nos clients. Donc, c'est vraiment dans ce but-là, bien sûr. Il y a la fiabilité du réseau Google, c'est 99,9999 avec je sais plus combien de 9 derrière. Encore une fois, si je devais, moi, en tant que personnel, offrir cette qualité-là, il faudrait que je passe beaucoup de temps pour ça. Et puis, il y a des SLA, il y a des contraintes vraiment ultra tricky quand même. Voilà. Et donc là, pour le coup, c'est Google qui se charge de ça. Et pour les besoins encore plus tricky, sachez juste comme ça pour info qu'il y a moyen quand même de se raccorder à Google en direct. Donc, ça permet encore plus d'accélérer les communications et puis de maximiser la sécurité. On vous a mis 2 petits exemples là comme nous, nous on bosse dans le paiement. Donc, il y a également des acteurs du paiement qui sont sur le net, mais pas que sur le net, sur GCP, pardon, mais pas que dans le secteur de la santé, dans le secteur du militaire. Il y a des vrais acteurs qui y sont. Il y a moyen de faire tout ce qui est standard, les PCI et compagnie. Tout ça, on peut le faire dans le cloud. Pour la facturation, on a vu aussi que c'était une nouvelle chose pour nous. On est passé d'un modèle un peu
un peu boîte noire où on avait un coup d'infra où tout était noyé dedans et tous nos services étaient dedans, à un coup où justement maintenant on fonctionne avec chaque service, on va pouvoir voir son coût et avoir une vision très très granulaire. Bien sûr, on a une facture à la conso. Pour la petite info, il y a tout ce qui est fritière pour démarrer que ce soit sur GCP ou sur AWS également. Hein, voilà, ils mettent tout pour pouvoir démarrer très très facilement. On pense aussi aux 2 millions de Google de Cloud Function qui sont gratos par mois. 2 millions, ça 2 millions de requêtes. 2 millions de requêtes de Cloud Function. Sur Cloud Function. Voilà. Ce qui est quand même appréciable pour pouvoir lancer un business ou démarrer. De mémoire, c'est 40 centimes par tranche de millions supplémentaires. Donc, on parle vraiment de coûts quand même qui sont très, très raisonnables dans un premier temps. Ça implique forcément de ne pas faire les choses n'importe comment et du coup de contrôler. Mais au moins, on a cette notion un peu de FinOps qui commence à pouvoir être possible, où je vais pouvoir maîtriser un petit peu les coûts, le coût global de mon infra, mais zoomer un petit peu plus par équipe ou par projet et envisager, pourquoi pas, du coup, des améliorations, parce que si je vois que mon service, il consomme peut-être plus que le nécessaire, peut-être que je vais pouvoir le changer de paradigme, ou je vais pouvoir réaliser des optimisations, notamment pour les Cloud Functions. Je sais que la facturation peut se faire par tranche de 100 millisecondes. Donc évidemment, moins le temps de traitement sera long, moins ma facture sera longue. Donc il y a peut-être des migrations, des updates à prévoir aussi dans le code au fur et à mesure. Et encore une fois, ça permet de sensibiliser nos devs aussi sur faire le code le plus efficace possible, le plus rapide possible, mais aussi à des fins financières où au final, ça va impacter. Il y a bien sûr des systèmes d'alerte de seuil qui sont disponibles pour rassurer tout le monde. Hein, la direction, les admin 6, machin, on va pouvoir paramétrer tout ça. On a testé, ça marche plutôt bien. Voilà, donc je vais vous donner un exemple. On a mis en place en fin 2019, on a mis en place une application qu'on a appelée API Data. C'est une API qu'on met à disposition dans nos modules, etc., dans toutes nos briques front, qui nous permettent de collecter des données sur les temps de performance, etc., pour pouvoir aussi détecter essayer de comprendre l'expérience utilisateur chez nos marchands, et ce qui nous permet ensuite d'améliorer notre produit. Et en fait, ce service, au mois de mai 2020, il fait 15 millions de requêtes par mois, et ça nous coûte 70 €. Et on a une performance moyenne de 200 millisecondes en termes de performance. Et c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal, et du coup pas très cher. Et à contrario, comme on peut voir sur le schéma, on aurait été en on-prem, on aurait une bête de machine qui nous coûte 9 000 $, avec toute une gestion de contrôle, de sécurité, de mise à jour du serveur qui monopoliserait un admin quotidiennement. Et là, on a juste déployé sur un service GCP, et au départ, on payait 8, 10, 15, 20 €. Petit à petit, les requêtes ont augmenté au fil du mois, et du coup, maintenant, on est rendu à 70 €, et nos admins n'ont pas intervenu une seule fois. Et donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que on optimise le temps des équipes. C'est ça qui est bien. Et du coup, en plus, on donne aussi à nos équipes une notion de coût qui avant on ne savait pas. On ne savait pas combien ça coûtait avant 2019 l'application qu'on déployait avec l'exploitation. Là maintenant, les équipes savent combien coûte ce qu'ils mettent en production, et du coup, ça les sensibilise, et du coup, psychologiquement, ils se disent il faut qu'on fasse mieux. Si on veut que ça coûte moins cher, c'est un peu de la gamification au niveau du dev pour pouvoir améliorer ça. Et puis même d'un point de vue archi, là c'est vrai que sur le troisième point, on parle de preemptible VM ou de stockage à froid. Et c'est vrai que dans les choix aussi d'archi ou de conception de l'application,
on va pouvoir se dire, bah, tiens, ça finalement, ça va plus être un truc que je vais avoir besoin de stocker, mais je vais pas avoir besoin d'y accéder régulièrement, ni en multi-région. Donc, du coup, je vais plus partir là-dessus. Puis, pour la VM, on n'a pas besoin qu'elle soit trop dispo, celle-là, tout le temps. Donc, on va partir plutôt sur un preemptible qui peut se permettre de downgrader un peu en qualité. C'est pas tellement grave. Et donc, en fonction de ça, on peut faire du vrai FinOps et de l'optimisation, soit en faveur du prix, soit en faveur de la qualité qu'on veut, parce que non, si on veut pas utiliser les preemptibles parce qu'on veut toujours un service qui répond toujours, on partira sur un autre paradigme et probablement avec du full serverless, avec une gestion du cold start traditionnelle. Voilà. Et donc, ça amène à… ça amène à la responsabilisation des équipes. Donc, le fait de travailler dans ces conditions, donc ça permet de sensibiliser les développeurs sur toute la stack, que ça soit dev, QS, TH, prod. Avant, le dev, il déployait sa branche et puis ensuite, il n'envoyait plus la couleur. Tout était géré par les exploitants et les équipes de QA. Ensuite, ça permet aussi d'adhérer à cette philosophie DevOps et à tous ces outils de versionning, d'infrastructure pour monitorer les logs, etc. Donc, c'est pas mal. Et ensuite, d'automatiser un maximum les traitements. Ça favorise l'expérience développeur parce que du coup, le développeur va s'éclater un peu dans ce qu'il va faire. Il se focus déjà dans son code parce qu'il a pu les aspects configuration, machine, machin, tout ce qu'il va transmettre ensuite aux admins pour qu'ils puissent déployer et en plusieurs semaines mettre en place la machine. Ensuite, des environnements ISO, le temps entre deux livraisons qui a été vachement réduite. Et puis au final, cette expérience-là favorise l'épanouissement des équipes techniques. Et quand on a des équipes techniques épanouies, on augmente la productivité et on se challenge entre nous et ça devient sexy. Stanislas, j'espère qu'on a répondu un petit peu à ta question. Sinon, on y reviendra tout à l'heure. Dans l'exemple, là, on t'avait dit qu'on faisait 15 millions de requêtes. Alors, c'est pas du FAS de mémoire, ça doit être c'est sur App Engine. Non, c'est sur FAS. D'accord. C'est du Cloud Function. C'est du Cloud Function. Voilà, 15 millions de Cloud Function, 70 €. Après, ça dépend encore une fois de la provision. On a d'autres services. Voilà, on a des architectures qui sont beaucoup plus élaborées avec de l'App Engine, du Cloud Function, de PubSub. Donc, on va dire qu'une requête d'un client, en fait, ça va générer 11 requêtes derrière à peu près. Donc, parce que ça va aller dans telle brique, telle brique, telle brique, telle brique. Et on lui a répondu, il est satisfait. Voilà. Donc, du coup, on arrive 2020, la petite synthèse qui a retenu un peu notre attention et qu'est-ce qu'on a mis du coup en application depuis 2016. Voilà, donc aujourd'hui, on a à peu près 50% des équipes chez iPay qui travaillent sur des projets cloud. Il y a bien sûr un existant qui est toujours là, mais on va dire qu'il y a des nouveaux projets. Quand ils sont lancés, ils réfléchissent. Chaque équipe va réfléchir, savoir s'il va lancer son service dans le cloud ou pas. On est à peu près 80 sur Nantes. Et c'est que de la production. Donc c'est plutôt pas mal. Quand je dis 50% des équipes, c'est 50% des équipes, c'est pas des collabs, parce qu'après dans une équipe, il y a à peu près 8 personnes, et dans ces 8 personnes, il y en a peut-être que un ou deux qui sont sur un sujet cloud. On a encore dans nos architectures des grosses briques monolithiques qu'on essaye d'éclater. On a aujourd'hui 5 projets en développement. Des très gros développements, c'est des grosses briques. Chez Hyper, on fait de la marketplace. On propose une solution de paiement pour les marketplaces comme Amazon par exemple. Il y a une stratégie de ventilation de l'argent qui va du vendeur vers la marketplace, etc. Et donc là, on développe des connecteurs full cloud, full serverless. Et on a aussi la refonte des pages de paiement qui pareil, on l'a sorti du monolithe pour pouvoir la déployer sur de l'App Engine pour favoriser le Canary Release, parce que c'est très intéressant pour pouvoir déployer des versions de test en production, puis ensuite visualiser ce qui se passe.
et ensuite agir tout de suite pour éviter des gros rollbacks et qui peut failer aussi. On a mis en place une belle plateforme d'intégration continue avec Google Kubernetes Engine qui nous permet de déployer juste au niveau développeur, déployer toutes les branches qu'il souhaite et ça déploie avec Docker. Et en plus, il a une URL dynamique qui est liée à sa branche auquel il va pouvoir tester sa brique. Et puis en production, on a 5 projets en production aujourd'hui. Tout à l'heure, je vous ai parlé de l'API Data qui était une librairie qui permet de collecter des données, mais on a aussi le SDK JavaScript, on a Cloud Notif qui est une application qui permet de récupérer les notifications de certains acquéreurs pour le physique. On a des projets comme centralisation des logs via une API. Donc tous les outils qu'on développe pour le cloud, en fait, on a mis en place un outil d'API de log avec Stackdriver qui va automatiquement récupérer les logs à un seul endroit qui permettra ensuite à nos exploitants, quand ils vont investiguer, d'avoir un seul outil pour les logs. Et puis bien sûr, on a du coup une guilde avec une dizaine de membres aujourd'hui pour pouvoir faire les réflexions d'architecture cloud et ensuite continuer à évangéliser en interne. Chaque membre fait partie d'une équipe et du coup, ils vont eux s'occuper à dire à ses petits copains de sa tribu, ah, le cloud c'est bien, on peut faire ci, on peut faire ça, etc. Et du coup, ça permet de favoriser positivement une évangélisation. Et donc, il nous a fallu 3 ans pour en arriver là. Donc, on est très loin d'avoir vraiment fait le job. On a encore beaucoup de choses à faire. Donc, c'est long et fastidieux parce que je vous ai dit tout à l'heure, on était 80, mais il faut convaincre 80 personnes du sujet. Aujourd'hui, on est persuadé qu'il y en a qui sont pas encore très convaincus parce qu'ils sont pas encore focus dedans. Mais on a quand même réussi à faire un bon job là-dessus, quoi. Il reste encore donc beaucoup de personnes à former. Donc ça, c'est pareil, il faut pouvoir délivrer du budget. Et il faut qu'on continue d'optimiser la plateforme en microservices pour essayer de migrer dans le cloud brique par brique. Dans l'équipe onboarding, donc l'équipe exploitation, ils sont 8 à peu près. C'est eux qui s'occupent de tout ce qui est onboarding. Et dans les admins, on en a 3. Donc 3 admins pour gérer toute la stack d'iPay, c'est pas suffisant et c'est pour ça que le cloud est intéressant parce que on squeeze. Et ensuite beaucoup de nouveaux challenges vont être engagés parce que la demande business, on est dans le paiement, ça avance à une vitesse folle les technologies et du coup, on va avoir des nouveaux produits à mettre en place. Et bien sûr, c'est sur le cloud qu'on va les lancer parce que c'est là-dessus qu'on va être plus fort sur la maintenance, sur l'industrialisation du produit, sur le delivery, etc. et les améliorations. Donc voilà, voilà où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Et alors Stanislas, avait une petite question aussi sur les évangélisateurs du coup en interne, les formateurs. Voilà, donc comment on s'y est pris nous chez iPay. Donc c'est vrai que on s'est entouré du coup, comme on disait tout à l'heure, de mentors, style Sphere, compagnie. On a échangé aussi avec des vrais des personnes de chez GCP, Google, hein. Ouais, de chez Google. Mais après, ont été là. Là, je pense qu'ils parlaient plus en interne. Mais après, du coup, voilà, en interne, on est 10 à être dans une guilde, plus ceux qui travaillent aussi autour, parce que on va dire que les personnes qui travaillent dans le cloud chez iPay sont plutôt maintenant convaincus et du coup, c'est eux qui font le job de l'évangélisation maintenant. Mais par exemple, moi, mon équipe, on était 6 développeurs, un product owner, un facilitator manager, plus l'équipe de Benjamin où ils sont 4, plus un product owner et une personne sur Paris. Ça fait déjà toutes ces personnes-là qui sont assez expertisées dans le domaine. Et ensuite, on a d'autres personnes de d'autres équipes. Donc, on a au minimum déjà une personne de chaque équipe. Et on a à peu près 9 équipes de développeurs. On a commencé aussi à les former. Moi, avec mon équipe, on a commencé à créer des projets avec eux en parallèle.
on a envoyé de la ressource dans leurs équipes pour les aider à monter le projet et à les accompagner, à les former, et ensuite ils deviennent autonomes. Voilà. Si vous avez des questions, merci allez-y. à tous, en tout cas, déjà d'avoir peut-être suivi jusqu'à la fin. Voilà, Stan, avec toutes ces questions impeccables. Merci. C'était un peu particulier pour nous. Hein. On respectait pas trop les distances de sécurité, mais c'était cool. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, soit par email, on vous les a mis ici, soit par le chat. On peut prendre encore, regarde, il est 59, on a timeboxé, mais c'est d'une perfection. On a encore un petit peu de temps, nous, pour rester avec vous, pour répondre à vos questions si besoin. Sinon, n'hésitez pas à nous contacter par mail pour la suite de ces events. On vous répondra avec grand plaisir. Merci beaucoup. J'espère qu'on a été assez clair. Eh ben, on va arrêter là s'il n'y a pas de questions. Merci Geoffroy, merci Stan, du coup, pour vos interventions. Et peut-être à bientôt, alors, du coup. Comment tu fais pour changer? Macintosh. Eh bien, bon après-midi à tout le monde. Au revoir.